Ma femme m'a envoyé un message, je veux divorcer. Toute communication à partir de maintenant devra passer par mon avocat. J'ai répondu, compris. Puis j'ai annulé ses cartes de crédit et coupé tout soutien financier. 72 heures plus tard, son avocat m'appelait, paniqué. Ma femme m'a envoyé un message, je veux divorcer. À partir de maintenant, toute communication devra passer par mon avocat. J'ai simplement répondu, compris. Ensuite, j'ai annulé ses cartes de crédit et coupé tout soutien financier. 3 jours plus tard, son avocat m'appelait, complètement paniqué. Ce message glacial m'avait déjà tout dit, désormais, c'était chacun pour soi. Aucun avertissement, aucune discussion. Quand elle a réalisé ce que ces mots impliquaient, elle a tenté de rattraper la situation, mais c'était trop tard. J'ai 42 ans, et j'essaie encore d'assimiler tout ça pour l'instant, je fonctionne en pilote automatique. Étrangement, je me sens calme. 3 jours plus tôt, un mardi après-midi, j'étais plongé dans mes tableurs Excel, concentré sur mon travail, quand mon téléphone a vibré. C'était un message de ma femme, Olivia, 39 ans. Le texte était bref et brutal. Ethan, je veux divorcer. À partir de maintenant, toute communication devra passer par mon avocat, Monsieur Peterson. Je t'enverrai ses coordonnées sous peu. 15 ans de mariage, réduit à un simple SMS. Pas d'explication, pas de signe avant-coureur. La veille encore, nous avions dîné ensemble, parlé du week-end à venir. Tout semblait parfaitement normal. Rien n'aurait pu me préparer à ça. Je suis resté là, à fixer l'écran pendant 5 bonnes minutes, incapable de réagir. La douleur, la colère, la confusion, tout se mélangeait. Mais au milieu du chaos, une sorte de clarté glaciale s'est imposée, elle venait de poser les règles du jeu communication uniquement par avocat. Très bien. J'ai répondu compris et j'ai laissé la logique prendre le relais. Si tout devait désormais passer par des voies légales, alors nos arrangements de couple informels n'avaient plus lieu d'être. Nous avions toujours gardé nos finances séparées et une précaution apprise en observant le divorce désastreux de mes parents. Elle avait son compte, j'avais le mien. Concernant les cartes de crédit, Olivia n'était qu'utilisatrice autorisée, pas co-titulaire. Sans perdre une seconde, j'ai ouvert l'application de ma banque, désactivé ses cartes et modifié son statut en utilisateur non autorisé. Fait. Chaque mois, je lui versais une somme fixe pour ses dépenses personnelles. J'ai également annulé ce virement automatique, avec effet immédiat. Les abonnements partagés? Netflix, Prime Video, tous étaient à mon nom. J'ai changé les mots de passe et déconnecté tous les appareils. Si elle veut regarder ses séries, elle devra maintenant payer elle-même. Quant à la voiture qu'elle conduisait, elle était aussi à mon nom un leasing. Je n'ai pas encore suspendu l'assurance, question de responsabilité, mais j'ai pris note d'en discuter avec mon avocat dès que possible. La carte carburant, elle, était déjà inutilisable, liée à une des cartes annulées. En tout, ça m'a pris environ une demi-heure. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement accepter la réalité qu'elle avait imposée, tout serait désormais froid, légal et impersonnel. 1 heure plus tard, je recevais par mail les coordonnées de son avocat. Je les ai immédiatement transférées à Maître Cole, une avocate spécialisée dans les divorces qu'un collègue m'avait recommandé. Je lui ai écrit un bref message. J'ai reçu un avis de divorce. Communication exclusivement via avocat. J'ai besoin de conseils urgents sur la protection de mes biens et les prochaines étapes. Puis j'ai terminé mon projet au travail et je suis rentré chez moi. La maison était vide. Elle avait dû faire ses valises pendant que j'étais au bureau. Étrangement, j'ai très bien dormi cette nuit-là. 3 jours plus tard, vendredi après-midi, un numéro inconnu s'est affiché sur mon téléphone. J'ai tout de suite deviné de quoi il s'agissait. « Allô ? Est-ce que je parle à Ethan ?» demanda une voix pressée. Lui-même. « Ici Maître Peterson. Je représente Olivia. Ma cliente rencontre certaines difficultés. » « Très bien, ai-je répondu calmement. Il a poursuivi.
Ces cartes ont été annulées et ces fonds bloqués sans préavis. C'est hautement irrégulier. Vous devez maintenir le statut financier conjoint pendant la procédure. Je suis resté posé. Maître Peterson, mardi dernier, ma femme m'a envoyé un message m'informant de son souhait de divorcer et exigeant que toute communication passe par vous. J'ai accepté et respecté sa demande. Par conséquent, tous nos accords financiers informels ont pris fin immédiatement. Si un soutien financier doit être discuté, il le sera entre vous et mon avocate, Maître Cole, que j'ai déjà mandaté. J'ai entendu un long silence, puis des papiers qu'on déplaçait. Elle a besoin d'argent pour ses besoins de base, son logement. Un logement? Ai-je répété, surpris. Où est-elle? Ce n'est pas pertinent, a-t-il répliqué sèchement. Vous avez agi de mauvaise foi. Je n'ai pas haussé le ton. Maître, ma femme a mis fin unilatéralement à notre mariage par texto et a exigé que toute communication passe par vous. C'est elle qui a rompu la confiance et la communication. Le soutien financier sera discuté légalement, pas à travers des appels paniqués dus à des cartes refusées. Et pour information, elle n'était qu'utilisatrice autorisée, pas cotitulaire. Long silence. Puis, ma cliente va demander une aide financière d'urgence. Elle en a le droit. Parfait. Faites parvenir toute demande directement à mon avocate. Vous avez déjà ses coordonnées. Je les ai, répondit-il, un ton plus sec encore. Excellent. Nous en resterons là, conformément aux directives de ma femme. Bonne journée. Et j'ai raccroché. Mon cœur battait fort, l'adrénaline montait. Mais en même temps, un sentiment de validation m'envahissait. Elle voulait que tout soit froid, légal et impersonnel. Très bien. Elle allait être servie. À présent, j'attends simplement l'appel de Maître Cole. Ce n'est que le début. Mise à jour une semaine plus tard. Cela fait maintenant 7 jours depuis ce message. Comme on pouvait s'y attendre, les choses se sont rapidement compliquées. Merci à tous pour vos messages et vos commentaires. Ça m'a vraiment aidé de lire vos mots, de me rappeler que je ne suis pas en train de perdre la tête. Le même jour où Maître Peterson m'a appelé, j'ai enfin reçu une réponse de mon avocate, Maître Cole. Et franchement, elle est incroyable. Elle m'a confirmé que ce que j'avais fait était parfaitement cohérent, vu le message qu'Olivia m'avait envoyé. Sa recommandation principale, documenter absolument tout. Chaque appel, chaque email, chaque action. Et elle avait raison, parce que dès le lundi suivant, Maître Peterson déposait déjà une première requête. Il réclamait une pension alimentaire d'urgence et l'usage exclusif de la maison conjugale, alors qu'elle l'avait quittée d'elle-même. J'en ai ri. Le montant demandé était délirant. En gros, elle voulait que je continue à financer son ancien train de vie, tout en lui payant un nouveau logement et ses frais d'avocat. Une experte, clairement. Maître Cole n'a pas perdu de temps. Elle a répliqué avec une contre-proposition réaliste, une pension temporaire bien plus basse, calculée sur ses besoins réels, pas sur ses désirs. Elle a aussi souligné que c'est Olivia qui avait quitté la maison et que tout ce désordre découlait directement de sa propre exigence, communication uniquement par avocat. C'est à partir de là que les attaques personnelles ont commencé. Mercredi soir, j'ai reçu un appel d'Ali, la meilleure amie d'Olivia. J'ai décroché, pensant qu'elle voulait m'expliquer ce qui se passait. Grosse erreur. Ethan, c'est quoi ce bordel, furent ses premiers mots. Pas même un salut. Épuisé, j'ai simplement répondu, ne me fais pas ça, Ali. Elle a enchaîné, Olivia est sur mon canapé. Tu lui as tout coupé. Elle ne peut même plus faire ses courses, elle n'a nulle part où aller. Je lui ai répondu, calmement mais fermement. Ali, c'est Olivia qui a envoyé un message pour demander le divorce, en précisant que toute communication devait passer par les avocats. J'ai respecté ses propres termes. Elle savait très bien ce que ça impliquait. Ali a insisté, mais tu sais qu'elle travaille à peine, Ethan.
Comment veux-tu qu'elle s'en sorte? Elle panique. C'est vrai qu'Olivia bosse à mi-temps comme graphiste freelance, pas assez pour vivre, juste de quoi se faire un peu d'argent de poche. Je lui ai expliqué qu'Olivia avait engagé un avocat avant même de me parler, et que tout ce qui concerne l'argent se réglerait désormais entre professionnels. C'est ce qu'elle voulait. Ali m'a dit que tout ça n'avait pas été réfléchi, qu'Olivia avait envoyé ce message sur un coup de tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre, et engager Maître Peterson aussi, c'était sur un coup de tête? Silence. Elle a fini par dire, elle mérite ton soutien, Ethan. Tu as toujours pris soin d'elle. J'ai soupiré. Et je l'aurais encore fait, si elle n'avait pas tout fait exploser par texto. Mais c'est elle qui a imposé ces règles, pas moi. Maintenant, on va simplement les suivre. Elle va te dépouiller, a lancé Ali. Quel essai, ai-je répondu, toujours calme. Tout passera par les voies légales. Mon avocate s'en occupe. J'ai rien d'autre à dire. Et j'ai raccroché. Apparemment, je suis devenu le méchant de l'histoire, juste parce que j'ai suivi ses propres directives. D'après ce que j'entends, elle se fait passer pour une pauvre victime abandonnée. Puis, hier, nouvelle surprise, une alerte bancaire. Une tentative de retrait sur un vieux compte qu'on avait complètement oublié. Un ancien compte joint, ouvert il y a des années, qu'on n'avait jamais fermé. Il restait 5 $ dessus, peut-être. Olivia avait apparemment retrouvé la vieille carte et essayé de tout retirer. La banque a bloqué la transaction, signalant une activité suspecte sur un compte inactif. J'y suis allé en personne, j'ai expliqué la situation du divorce, et ils ont gelé l'accès jusqu'à ce qu'un accord légal soit trouvé. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de principe. Elle a essayé de contourner les règles, alors que son avocat m'accusait, moi, d'agir de mauvaise foi. D'après Maître Cole, cet incident joue clairement en notre faveur. Ça démontre qu'Olivia ne respecte même pas les limites qu'elle a elle-même fixées, préférant agir seule dans l'ombre au lieu d'attendre les décisions légales. Je suis maintenant dans l'attente de l'audience d'urgence sur la pension alimentaire. En attendant, Olivia campe toujours sur le canapé d'Ali. Je pense que Maître Peterson a fini par comprendre que sa cliente espérait un chèque en blanc, et que la réalité lui a claqué au visage. Le choc s'est dissipé. Ce qu'il reste, c'est une détermination froide. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prêt. Mise à jour numéro 2 3 semaines plus tard. Eh bien, les choses ont encore dégénéré. Je sais, surprenant. La semaine dernière, nous avons eu l'audience d'urgence concernant la pension alimentaire. Olivia était là. Elle paraissait nerveuse, évitant soigneusement de croiser mon regard. Maître Peterson a plaidé qu'elle vivait dans la misère, victime de mes actions cruelles et malveillantes. Mais Maître Cole, toujours calme et méthodique, a sorti les pièces les unes après les autres. Le message texte d'Olivia exigeant que toute communication passe par les avocats. Les relevés bancaires prouvant que j'avais annulé ses cartes et l'allocation après réception de ce message. Les justificatifs montrant que je continue de payer toutes les charges du foyer et l'hypothèque, l'électricité, l'eau, l'assurance, même le leasing de sa voiture. Et bien sûr, la tentative d'Olivia de vider l'ancien compte joint, après avoir imposé ses propres règles. Concernant ses revenus, nous avons aussi prouvé qu'elle travaillait toujours à mi-temps et percevait son salaire régulier. Autrement dit, non, elle n'était pas dans la misère juste temporairement à court d'argent liquide. Le juge n'a pas été impressionné par le petit théâtre de Maître Peterson. Il a directement demandé à Olivia pourquoi elle n'avait pas simplement essayé de me parler avant d'envoyer ce message. Elle a bafouillé une histoire confuse sur le fait qu'elle se sentait intimidée. Le juge a levé les yeux au ciel. Verdict, il a accordé une pension temporaire bien plus proche de notre proposition que de la leur. De quoi couvrir ses besoins de base et une petite partie de ses frais juridiques, rien de plus. Et il a ajouté, très clairement, que ses propres décisions, ce message brutal et cette tentative de détourner de l'argent avaient directement conduit à la situation dans laquelle elle se trouvait.
Je me suis senti comme quelqu'un qui vient d'éviter une balle. Mais je sais aussi que ce n'est que le début. Les vrais coups bas commencent à peine. Un matin, j'ai reçu un appel du service des ressources humaines de mon entreprise. Apparemment, une plainte anonyme m'accusait d'utiliser les ressources de la boîte pour mes affaires juridiques personnelles complètement faux et de présenter un comportement instable, suggérant une fragilité mentale. Encore plus faux. Heureusement, mon supérieur me connaît depuis longtemps. La plainte était vague, sans fondement. Les RH ont vérifié les registres, fouillé les dossiers, rien à signaler. On a eu une courte réunion, j'ai expliqué calmement la situation, et l'affaire a été classée. C'était une tentative grossière pour nuire à ma carrière. Le niveau 0. Maître Cole m'a dit que ce serait difficile de prouver qui se cachait derrière la dénonciation, mais que ça renforçait le schéma de mauvaise foi qu'on voyait depuis le début. Coup bas numéro 2. Quelques jours plus tard, c'est la mère d'Olivia qui m'a appelé, en larmes, pleine de reproches. Comment as-tu pu lui faire ça? Elle souffre. Le juge a été injuste. Donne-lui plus d'argent. Pense à tout ce qu'elle a fait pour toi. Ma réponse est restée la même. C'est Olivia qui a choisi cette voie. C'est elle qui a exigé que tout passe par les avocats. Je respecte simplement sa demande. Elle m'a traité de sans cœur avant de raccrocher. Une manipulation émotionnelle classique. Visiblement, elle croyait que j'allais continuer à tout payer éternellement. Maître Cole me répète souvent, reste rationnel, pas réactif. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai cessé de subir et j'ai commencé à agir toujours dans les limites de la loi. La voiture. Maître Cole a envoyé une lettre formelle à Maître Peterson, le soutien financier temporaire ayant déjà été décidé, Olivia devait soit reprendre le leasing de la voiture à son nom si elle en avait les moyens, soit la restituer. J'ai donc annulé les paiements à venir, et l'assurance devait expirer dans 30 jours. Désormais, c'était son problème, encadré légalement. La maison. Nous avons déposé une demande d'usage exclusif du domicile, puisque c'est elle qui l'avait abandonné et que le juge ne lui avait pas accordé la possession. Un processus d'évaluation a été lancé, en vue d'une vente ou d'un éventuel rachat de sa part. Vu sa situation financière, le rachat semblait improbable. Transparence financière. Nous avons exigé une déclaration complète de ses avoirs, car Maître Cole soupçonnait qu'Olivia cachait certains actifs. C'était le moment de vérité. Harcèlement documenté. J'ai tout noté. La fausse plainte au travail, avec date et heure. Les appels de manipulation émotionnelle. Chaque incident, consigné en détail. Selon Maître Cole, ce schéma de mauvaise foi pèserait lourd dans le jugement final, notamment pour la répartition des frais juridiques. Ce n'était pas une vengeance, c'était une gestion méthodique, dans le cadre strict de la loi. Et franchement, quand quelqu'un essaie de saboter ton emploi, il n'est plus question d'émotion. C'est de la survie. Rupture des règles. Hier, Olivia a fini par franchir la ligne rouge. Elle m'a envoyé un message direct, violant sa propre règle de communication uniquement via avocat. Ethan, tu ne peux pas me retirer la voiture. Comment veux-tu que je me déplace? Arrête ça. J'ai pris une capture d'écran, immédiatement transmise à Maître Cole. Ma réponse a été brève. Olivia, conformément à tes instructions précédentes, toute communication doit se faire par ton avocat. Merci de contacter Maître Peterson. Silence total depuis. Mise à jour finale 6 mois plus tard. Ça fait maintenant environ 7 mois depuis le texto d'Olivia, et notre divorce a été finalisé le mois dernier. Honnêtement, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Voici la mise à jour finale. Ces 6 derniers mois ont ressemblé à une guerre d'usure juridique. Maître Peterson a tout ralenti, Olivia s'est positionnée en victime et a rejeté des offres pourtant raisonnables. La voiture a été un champ de bataille à elle seule. Elle n'a pas obtenu l'autorisation pour reprendre le leasing et refusé de rendre le véhicule.
Son avocat a plaidé le besoin essentiel, mais Maître Cole a rappelé que le soutien temporaire couvrait déjà un transport de base et que le délai de reprise était expiré. J'ai informé la société de leasing que j'arrêtais les paiements. Résultat, la voiture a été saisie devant chez Ali. Quelques appels frénétiques d'Ali et de la mère d'Olivia ont suivi, mais je n'ai répondu à personne. Tout a été redirigé vers Maître Cole. Olivia était furieuse, mais piégée par les conséquences de ses propres choix. La maison. Nous avons obtenu l'usage exclusif, puis lancé la vente. L'opération s'est faite rapidement. L'argent a été placé sur un compte fiduciaire, en attente de la division. Olivia a tenté de réclamer une plus grande part, se présentant comme économiquement désavantagée. Mais la découverte financière a tout changé. Elle a dû admettre l'existence d'un compte d'épargne séparé, alimenté par ses parents au fil des ans, ainsi que quelques actions héritées. Ce n'était pas une fortune, mais bien plus que les $500 du vieux compte joint qu'elle avait essayé de vider. Maître Peterson a plaidé que ces biens étaient séparés, mais Maître Cole a démontré qu'ils avaient été mélangés avec des fonds du couple, les rendant partiellement communautaires. Ces montants ont donc été inclus dans la division des biens. Quant à la plainte anonyme au travail, elle n'a jamais pu être reliée directement à Olivia, mais le juge a noté son timing et sa nature suspecte dans les conclusions finales. Aucune sanction officielle, mais cela a clairement pesé dans l'appréciation globale de son comportement. L'accord final. Nous avons conclu avant même d'aller au procès. Le juge avait visiblement perdu patience face aux tactiques dilatoires d'Olivia pendant les négociations. Elle risquait un résultat encore pire, voire de devoir payer mes frais d'avocat, alors elle a fini par accepter. La plus-value de la maison a été partagée presque à parts égales, avec un léger avantage pour moi, grâce à la découverte de ses avoirs cachés. Les actions ont été divisées comme biens matrimoniaux, et elle a conservé un petit fonds personnel. Le soutien conjugal a été fixé à 2 ans, à un montant bien inférieur à ce qu'elle réclamait. De quoi vivre, mais pas de quoi maintenir son ancien niveau de confort. Désormais, elle devra se débrouiller seule. Les frais juridiques, chacun les a pris en charge. Et pour moi, c'était déjà une victoire, je n'ai pas eu à me battre pour lui faire payer les miens. Conséquence. Aujourd'hui, Olivia vit dans un petit appartement, travaille davantage et se plaint de ses finances. Quant à moi, je dors enfin sans stress. Ce n'est pas la fin que j'avais imaginée après 15 ans de mariage, mais c'est celle que j'ai apprise à accepter. Et quelque part, au milieu du chaos, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, la paix intérieure. J'ai entendu indirectement que Alès s'est éloignée, après qu'Olivia soit devenue un fardeau. Ses parents l'aident probablement encore. Regrets et excuses. Aucun. Elle semble toujours, incrédule, que je ne continue pas à financer sa vie après avoir fait exploser notre mariage. Son sens du droit est profond. Elle croyait vraiment que je devais lui garantir son style de vie, même sans moi. 7 mois difficiles, coûteux et stressants, mais je vais bien. En fait, je vais mieux. La paix d'avoir tourné cette page est immense. Ce que j'ai appris. J'ai gardé mon travail. J'ai préservé mon intégrité. J'ai partagé les biens de manière équitable. J'ai appris à gérer les crises stratégiquement. Je vais à la salle de sport, je revois mes amis. Olivia détestait ça, mais moi je savoure ma tranquillité. Pas de revanche hollywoodienne, juste avancer, avec les conséquences de ses choix, en affrontant la résistance légale et financière qu'elle-même a exigée. Elle voulait la formalité, la légalité, elle les a eues. Avec toute la froideur financière que cela implique. Et cela me suffit. Merci de m'avoir offert un espace pour me confier. Cela m'a énormément aidé. Il est temps de passer à autre chose. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre que, même face à la douleur et à la trahison, on peut garder la tête haute et agir avec intelligence. Il n'a pas cherché la vengeance, seulement la justice et la paix. Et, au final, il y est parvenu. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle méritait cette fin?
Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.